Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Il me fait plaisir de vous voir à cet atelier du Gros Livre, dont l'objectif est la mise en pratique des étapes et aussi afin de vous aider à pouvoir transmettre le message à d'autres alcooliques. S'il vous plaît, gardez vos micros fermés, sauf lorsque vous voulez lire ou prendre la parole. Vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires en tout temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main » de Zoom. Alors, on va débuter par la prière d'ouverture qui a été affichée par Guylaine dans le chat. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du Gros Livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le Gros Livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Donc, on est rendu, ce soir, on va regarder le chapitre « Il y a une solution », mais avant, j'aime bien faire un petit rapport de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, si on va, je voulais juste, pour débuter, faire un petit parallèle entre l'objectif du Gros Livre et l'objectif des réunions. On retrouve à la page 13 en chiffres romains. Ça, c'est dans, je pense que c'est la préface, non, c'est l'avant-propos de la première édition. Dans le premier paragraphe, ça dit « Nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. » Donc, le but du Gros Livre, c'est de montrer comment on se rétablit. Donc, c'est d'expliquer le mode de vie des alcooliques anonymes. Donc, les explications sur la façon de travailler le mode de vie se retrouvent dans le Gros Livre. L'objectif des réunions, on trouve ça à la page 25 en chiffres romains, dans c'est l'avant-propos de la 4e édition, 25XXV. Le dernier paragraphe de cette page-là, la dernière partie du paragraphe, ça dit « Dans toute réunion, partout, les A partagent leur expérience, leur force et leur espoir les uns avec les autres afin de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques. » Alors ça, c'est l'objectif des réunions, c'est de partager notre force, notre expérience puis notre espoir entre nous. Excuse-moi, Jocelyne, pourrais-tu juste répéter la page, s'il te plaît? Page 25 en chiffres romains. Parce que, justement, hier soir au meeting, j'entendais ça encore, on entend ça souvent. On dit aux nouveaux, faites du meeting, c'est ça la recette. Pour rester abstinent, c'est un sous-entendu, naturellement. Alors que ce n'est pas ça, la recette. La recette pour rester abstinent, c'est le mode de vie. C'est les 12 étapes et elles sont expliquées, les 12 étapes, dans le Gros Livre. Dans les meetings, à ce que je cherche, il n'y a pas d'explication des étapes. Sauf les gens qui partagent parfois, qui partagent sur le mode de vie un peu. Mais tu sais, ce n'est pas des longues explications sur le mode de vie. Donc, quand on partage en haut, c'est pour partager notre expérience, notre force et notre espoir. Mais pour se rétablir, ça prend le mode de vie. Juste les meetings, ne pourra pas te rétablir avec juste les meetings. Tu vas peut-être pouvoir rester abstinent. Mais est-ce que tu vas avoir changé ta vie? Est-ce que tu vas avoir appris à vivre selon un mode de vie spirituel juste en faisant du meeting si tu lis jamais le Gros Livre? Je crois que la réponse à ça est non. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions là-dessus? Tu dis abstinent, oui, mais... En bonne forme spirituelle, non. OK, si ça va pour ça, on continue. Dans l'opinion du médecin, on parlait à la page 29 en chiffres romains.
il nous parle à cette page-là de la maladie physique. Il nous dit, dans le 3e paragraphe, qui commence par « Nous croyons », ça dit « Nous croyons », et nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Le phénomène d'un besoin maladif d'alcool se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Donc, c'est à quelle page, Jocelyne? Page 29 en chiffre romain, dans l'opinion du médecin. 3e paragraphe. Donc, alcoolique chronique. On n'entend pas ça souvent dans Alcoolique Anonyme maintenant. Avant, on l'entendait une fois de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire chronique? La définition de chronique, c'est une condition qui dure ou se répète longtemps. Donc, un alcoolique, c'est qui boit sur une certaine période de temps de façon anormale. C'est juste ça que ça dit. Un alcoolique chronique, c'est parce que ça dure quelques temps. Bon, l'allergie, on en a parlé un peu. L'allergie, c'est une réaction anormale du corps. Et la réaction anormale du corps d'un alcoolique, c'est que à chaque verre qu'il prend, une fois qu'il a commencé à boire, chaque verre qu'il prend déclenche une soif insatiable. Et cette réaction-là augmente à chaque verre. Et dans le temps du docteur Silkworth, il ne savait pas, la médecine ne savait pas trop pourquoi c'était comme ça. Depuis, ils ont fait des recherches. J'ai fouillé sur Internet l'autre semaine avant. J'ai trouvé plein de choses sur les réactions du corps de l'alcool chez un alcoolique. Et un des problèmes qu'il y a, c'est au niveau du foie et du pancréas. Il n'y a pas assez d'enzymes pour le métabolisme de l'alcool dans le corps d'un alcoolique. Il y a une rétention qui se fait de l'acétone ou de l'acétate, dépendant des publications. Puis c'est ça qui entraîne le craving, la soif insatiable. Donc, au niveau du foie, c'est des enzymes qui sont déficients, puis il y a une rétention de l'acétone. Mais j'ai trouvé aussi dans les publications sur Internet quelques effets de l'alcool dans le corps de la chimie du cerveau d'un alcoolique est différente de celui d'un non-alcoolique. Il semblerait que la dopamine et la sérotonine, des hormones dans le cerveau, les hormones du bonheur, c'est déficient. Donc, ça peut entraîner la personne à prendre plus d'alcool pour avoir plus de plaisir. Parce qu'il y a quoi de déficient dans le cerveau, les hormones sont insuffisantes. Il y a aussi, semble-t-il, une production d'endorphines dans le corps d'un alcoolique à partir de l'alcool. C'est un mélange de l'acétate avec une autre hormone qui donne des endorphines qui est l'équivalent de la morphine. Ça veut dire qu'on se retrouve comme drogué à quelque part. Et ça entraîne l'accoutumance, c'est bien sûr. Aussi, il y a le développement d'une, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, d'un élément qui s'appelle le TIC, T-H-I-Q. Et ça, cet élément-là entraîne aussi la dépendance. Donc, notre dépendance physique à l'alcool est de plus en plus démontrée par la science. Ensuite de ça, il y a la partie mentale de la maladie. Puis même là, ils ont découvert que ça, c'est dû aux circuits de la récompense dans notre cerveau qui ont été déformés par la prise d'alcool. C'est comme si on a cru que l'alcool nous aidait à se sentir mieux, que l'alcool nous aidait à relaxer, que l'alcool aidait à ne pas sentir notre mal-être intérieur, puis tout ça. Toutes ces croyances-là, c'est comme si ça s'est accumulé dans le cerveau. Et le fait de répéter ça souvent, de croire ça profondément,
c'est comme si ça a tracé un sillon dans le cerveau. Et ça a déformé notre façon de penser. En anglais, ils disent souvent qu'on a un thinking problem, un problème de pensée, puis c'est causé par ça. Parce qu'on a cru longtemps des choses fausses à propos de l'alcool, c'est devenu imprégné dans notre cerveau. Comment dit, notre cerveau a été contaminé par l'alcool ou déformé par l'alcool. Ça va-tu, ça? Y a-tu des questions là-dessus? Le dernier, tu as dit, Jocelyne, après le sillon, là, le cerveau est contaminé. Oui, contaminé ou déformé par nos croyances au sujet de l'alcool. OK, merci. Bienvenue. Moi, dans le fond, c'est ça, c'est de changer la manière de penser. Mais tu sais, dans le fond, c'est dire que, dans le fond, que ça va nous maganer, tout ça, là, que ça ne nous apaisera pas, là. Que ça ne m'apaisera pas, vous voulez dire, là. Je ne relaxerai pas avec ça, dans le fond. C'est juste que la maladie mentale, la partie mentale de la maladie, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une puissance supérieure. OK, Oui, parce que la partie physique de la maladie, tant que tu ne prends pas d'alcool, ça ne déclenche pas ça. Mais la partie mentale, elle est toujours là. Puis, essayer de se convaincre du contraire par soi-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si ça marchait, il y aurait bien du monde qui aurait arrêté avant ça, tu sais, sans avoir besoin d'une puissance supérieure. On a besoin d'une puissance supérieure parce qu'on est sans défense devant le premier verre. Notre esprit déformé peut nous ramener à l'alcool n'importe quand. N'importe quand. Dans le chapitre, on va le voir plus loin, le chapitre autres données sur l'alcoolisme, il explique, oui et non, là, il donne des exemples de ça. De gens qui sont tournés à l'alcool sans l'avoir prémédité seulement, ou sans y avoir pensé à l'avant. Juste sur le coup, une idée folle qui passe par la tête, une des vieilles idées folles qui rejoue et est faite à l'os. C'est pour ça qu'ils disent de ne pas penser à ça pantoute. Là, aussitôt qu'il vient une idée, ben t'as donne, là, je te confie ça, il ne faut pas penser à ça. C'est sûr qu'on ne doit pas l'entretenir ou la combattre. L'entretenir ou la combattre, ça donne le même résultat. 0, 1 point puis une barre. Ça ne marche pas. Pour ça, Joanne, si je peux me permettre, tu as déjà fait l'expérience des rechutes. Est-ce que tu préméditais ça? Non. Non, mais des fois, je me remettais à penser que, peut-être, en voulant dire, tu sais, je vais relaxer, tu sais, ça va être le fun au début. Mais dans le fond, je sais bien comment ça vire par après. Là. Mais je me suis laissée à penser ces idées-là. Là, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus capable d'y penser. Là, je veux dire, c'est de penser autre. De confier ça. De toute façon, ça ne me vient pas l'idée. C'est pas un bon bout. Mais c'est ça. C'est ça. La solution, c'est de confier ça à une puissance supérieure quand ces idées-là montent. Si l'obsession monte ou si des idées par rapport à l'alcool, des idées comme c'est ça va me faire du bien. C'est une des idées fausses que j'ai enregistrées dans mon cerveau. Qui va jouer s'il y a. Ces idées-là nous reviennent une fois qu'on est abstinent d'alcool. Ça peut être parce qu'on n'est pas en bonne forme spirituelle. Parce que je ne file pas, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui me dérange. Fait que là, notre cerveau a été habitué à croire que quand il y a quelque chose qui me dérange, il faut que j'y envoie le besoin d'alcool parce que c'est ça qui va la soulager. Notre cerveau a compris ça. C'est pour ça qu'ils nous disent, si tu restes en bonne forme spirituelle, il n'y a pas de danger par rapport à l'alcool. Mais si tu reviens si tu te laisses entraîner par le ressentiment, si tu te laisses entraîner par la peur, tu n'es pas en bonne forme spirituelle, puis ça peut être dangereux. Oui, mais la forme spirituelle, là, je sais qu'aussi là-dedans, tu as les 12 étapes, mais c'est-tu de toujours
penser que Dieu est en moi, de prier, ben moi, je confie beaucoup, je prie de temps en temps, mais des fois, je sais que je ne suis pas en bonne forme spirituelle. Mais peut-être, je ne sais pas, nous donner une idée, là, c'est quoi au juste? Là, c'est toujours être en contact avec mon Dieu intérieur? Une bonne forme spirituelle, c'est. On fait, dans notre mode de vie, on arrive à faire un inventaire moral minutieux de soi-même qui va nous libérer du passé. C'est un prérequis pour être en bonne forme spirituelle. Être libéré de son passé, avoir fait le ménage du passé. Puis, dans ce processus-là, on a aussi de faire des amendes honorables dans le nettoyage. Ouais. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est de maintenir notre forme spirituelle par un contact conscient avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu l'as à tout bout de champ, là. Ça veut dire que tu sais profondément que Dieu est là, puis tout seul, tu n'es pas capable. C'est une forme d'humilité, de savoir que tout seul, je ne suis pas capable de gérer ma vie. Je ne suis pas capable d'avoir le contrôle sur ma vie. Bon. Et après ça, c'est de savoir que Dieu est là et qu'il peut m'aider. Puis tu fais rappel à lui quand ça va moins bien. Tu sais, quand il y a des choses qui se passent. Fait que c'est ça, en gros, la bonne forme spirituelle. Je suis quand même pas pire là-dedans. C'est ça. Dans la banque encore, là? Ah, ben, on n'a pas la parfaite forme spirituelle, je ne pense pas, là. Mais on fait du progrès. On tend à faire du progrès. C'est ça l'idée. Ah, ben, c'est vrai. On est à faire. Ouais. OK. Ça va? Oui, merci. Bienvenue. Ça peut-tu être mental? Juste mental? Ça peut être mental. Ben oui, c'est mental. Le problème, c'est la partie mentale de la maladie. C'est une maladie Parce que mentale. Oui, mais tu sais, quand tu parles de c'est physique, ça parle du mental, c'est physique. Mais moi, j'avais toujours le goût de prendre une bière, mais j'étais capable d'arrêter. Mm-hmm. Ouais. Puis quand tu parles que ça ne s'arrête jamais, tu sais, tu vas jusqu'à. Moi, je calculais, je disais, OK, moi, surtout j'avais un feeling un peu trop, j'arrêtais. J'étais capable de le faire, je n'avais pas de problème. J'avais le problème de ne pas commencer, par exemple. Tu comprends? Okay. J'avais souvent le goût de faire plaisir, ça n'a pas bien été, tout ce que tu disais tantôt. En réalité, c'est un peu, tout le monde vit ça un peu. Okay. Mais j'ai eu des difficultés à comprendre ça. Parce que moi, il y a un gars, à un moment donné, qui m'a vieux de la vieille, il m'a dit, t'es peut-être juste un gros buveur. Tu sais. Parce que le crosseur, là, il spinait en esti, quand il m'a dit ça, c'était pas une bonne affaire à me dire. Je ne sais pas. Tu fais ça au moins. Mais ça m'intriguait, ça. OK. Bien, c'est bien sûr que la partie mentale de la maladie, si tu as la maladie mentale bien forte, ça peut justement avoir des idées fausses qui tentent à te ramener à l'alcool. La partie physique de la maladie, peut-être que tu l'as moins forte un peu que la plupart des gens. Là. Moi, je sais bien que je ne pouvais pas prendre des grandes quantités, mais j'avais appris à boire pour être feeling tout le temps. Puis quand je me couchais, il fallait que je tombe endormi. Sinon, je me relevais et j'en prenais. Tu comprends? Fait que ça finissait pas dans ce sens-là. Ça finissait quand je tombais endormi. Mais je n'avais pas la capacité pour en prendre des grandes quantités. OK? OK. Oui. Merci. Bienvenue. OK? Donc, à la page 30. Sylvie a levé la main, je sais. Oui, excuse, je l'avais pas vu. Oui, Sylvie. OK. Hey, Jocelyne, je me disais, tu sais, pour la forme spirituelle, une fois qu'on a fait notre 4 et 5, puis tout ça, mais tu sais, moi, je pense, en tout cas, moi, personnellement, c'est important pour moi d'avoir mon rituel le matin, de faire mes lectures, tu sais, ça peut être... en tout cas, moi, je fais ma 10e le matin, mais je trouve que c'est un bon moyen de se garder en forme spirituellement. Tu sais. Oui, tu as Donc, bien je vais raison. juste suggérer ça. Oui, tu as bien raison. Merci. Pour garder sa forme spirituelle, on a les étapes 10, 11 et 12 aussi, qui, une fois qu'on a fait notre inventaire, puis qu'on a fait nos amendes honorables, ça va nous entretenir à chaque jour. C'est effectivement une façon de garder sa bonne forme spirituelle. Puis là-dedans, dans les 10e, 11e, c'est bien sûr qu'il y a la prière, la méditation, comme je parlais tout à l'heure. Ça va? OK. On va donc à la page 30 en chiffre romain, toujours dans l'opinion du médecin. Le 2e paragraphe, on lit que hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion. Évasion de quoi?
évasion du mal-être intérieur. L'impression d'évasion qu'il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Ces verres que d'autres prennent impunément, sous leurs yeux. Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive à un si grand nombre, et que le phénomène de l'obsession, ou plutôt du craving, s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Le scénario se répète encore, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Alors ici, dans ce paragraphe-là, il nous parle de la maladie mentale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être impatient, irritable et mécontent quand vous manquiez d'alcool? Oui, effectivement, moi aussi. Tu sais, je me rappelle, je travaillais, puis j'avais hâte d'arriver à la maison pour commencer à boire. Puis si j'étais retardée par quelque chose, avec tabarnak chaud de toi de là, pile-moi pas sur les pieds, c'est pas le temps. Fait que, tu sais, j'avais ça. Fait que, puis l'impression d'évasion, c'est ça. On a cru que c'était... Moi, en tout cas, l'alcool était devenu ma solution à mon mal-être intérieur. Donc, c'est ça qui explique, en fait, la maladie mentale. Parce que c'est ça. Donc, c'est ça. Y a-t-il des questions? Oui, il y a Céline qui a levé la main. Oui. Oui, j'imagine que ça fait partie de la maladie mentale. Moi, mon questionnement, c'est que, surtout au début, là, vraiment, mes premières consommations, moi, le lendemain, j'avais déjà des remords, j'avais honte, alors que mes amis qui avaient bu avec moi, puis les mêmes quantités, là, il y avait du fun le lendemain de repenser à nos folies de la veille ou bon, mon Dieu qu'on avait eu du fun. Mais moi, le lendemain, là, c'était l'horreur. Pourquoi j'avais rien fait d'immoral ou d'anormal? J'avais bu comme les autres, pas plus ni moins. J'avais agi de la même façon, mais j'étais seule à pleurer le lendemain puis à vouloir aller me cacher, je ne sais pas où. Là. C'est la maladie mentale qui, déjà, à 16 ans, était là. Je te dirais, ça ressemble plus à une question de tempérament ou de caractère, tu sais, dépendant de la façon dont tu as été élevé, probablement, tu sais, qui fait que tu avais la honte et les remords. Un autre alcoolique à côté pourrait ne pas avoir ça. Il y a beaucoup d'alcooliques qui n'avaient pas de remords en buvant, surtout les premiers temps. Là. Fait que c'est pas... c'est sûr, Jean-Marc, mon chum, était à côté, puis il me dit, lui, il n'y en avait pas quand il était jeune. C'est plus une question de tempérament, de la façon qu'on a été élevé ou qu'on a compris les choses. On était... moi, je n'avais pas de remords. Entre autres, moi, je me rappelle, je n'avais pas de remords. J'avais eu du fun, c'est tout. Ah, fait que c'est... ouais. Ça fait partie plus du mal-être intérieur, du malaise intérieur. Donc, le mal-être intérieur, c'est relié plus à la maladie spirituelle. La maladie spirituelle n'est pas reliée à l'alcoolisme. La maladie spirituelle, ben non, la maladie spirituelle était là avant l'alcoolisme. On ne peut pas être... tu sais, moi, j'étais malade spirituellement bien avant de boire, puis on ne peut pas être alcoolique avant d'avoir bu. C'est pas vrai, ça. Mais la maladie spirituelle, c'est le propre des êtres humains. Tous les êtres humains sont affectés. Oui, tous les êtres humains. Peut-être pas tous, là, mais la majorité des êtres humains sont affectés par la maladie spirituelle, puis ils ne savent pas. Mais la maladie spirituelle, comment tu l'as décrit? Mal-être intérieur. Mal-être intérieur. Bon, OK. C'est parce que, pourquoi on est malade, on a le mal-être intérieur? C'est parce qu'on a appris, comme tous les êtres humains, à se fier
sur nos propres forces puis à fonctionner. Tu sais, même si on avait la religion dans le temps, la religion n'était pas axée bien sur demande à Dieu de t'aider puis ça va bien aller. C'était pas ça. En tout cas, moi, je n'ai pas appris ça de même. C'était Dieu va te punir, puis c'était ça qu'on me montrait si tu ne fais pas bien. Mais il ne disait pas que Dieu peut t'aider à être bien. Tu sais, fait que j'avais pas de Dieu, j'avais pas de support intérieur, de force intérieure. Alors, c'est sûr, la maladie spirituelle, c'est un manque de force intérieure. Ça, seul Dieu peut me donner ça. OK. Merci. Et pour vaincre l'alcoolisme, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une puissance supérieure. Ça va-tu? Okay. Joanne de Lévis, est-ce que tu voulais prendre la parole? Ton micro est fermé, Joanne. OK, moi, c'est quoi tu as dit en dernier? Parce que je n'ai pas la page, là. Voyons, c'est une affaire spirituelle, là, à la fin du paragraphe. Je te disais, ce n'était pas dans le paragraphe, là, je disais que la maladie spirituelle est là bien avant qu'on boive. Non, pas ça. C'est quand tu as lu tantôt, là. OK. Ça dit, la dernière phrase du paragraphe, ça dit que ce scénario se répète encore et encore, c'est-à-dire boire, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total. Il y a peu de changement psychique, c'est dans l'esprit. C'est une maladie mentale, donc il faut que le changement soit dans l'esprit. Ça veut dire avec Dieu. Changement de façon de penser. Un changement de façon de penser. Le changement psychique total est amené par le spirituel. OK, merci. Bienvenue. Tu sais, notre problème, c'est un problème de pensée que je vous disais tout à l'heure. Thinking problem. Donc, ton problème de pensée va être réglé par un changement de pensée. Puis ton changement de pensée va venir avec le mode de vie, avec l'expérience spirituelle apportée par le mode de vie. Ça va-tu? Oui, merci. Bienvenue. OK. Donc, on a vu aussi la semaine dernière l'histoire de Bill. Je ne passerai pas grand temps là-dessus. Je voulais juste vous donner des spot checks dans l'histoire de Bill. Dans l'histoire de Bill, de la page 1 à 4, il boit pour le fun. Ça, c'est la progression de l'alcoolisme. Il y a du fun, même s'il boit beaucoup, à ce moment-là, il était un gros buveur. Mettons ça comme ça. La page 1 à 4, Bill était un gros buveur. À la page 5, au bas de la page, il dit, le dernier paragraphe, l'alcool n'était désormais plus un luxe, mais une nécessité. Donc là, on voit qu'il a commencé à boire par nécessité. Il est comme obligé de boire. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas sauter une journée. Même si sa femme n'aime pas ça, il boit pareil. Tu sais, là, c'est devenu une obligation. Donc, c'est de la page 5 à la page 7. À la page 7, là, il nous parle qu'il est incapable d'arrêter de boire. Là, il essaye, puis il n'est pas capable. Donc, il a atteint un bas fond. Il parle à la page 7, le deuxième paragraphe. Je ne pourrai jamais oublier le remords, l'horreur et le désespoir que j'ai ressenti aux premières lueurs du jour. Ça ressemble à un bas fond. Mais il n'arrête pas. Plus loin, à la fin de ce paragraphe-là, il boit pour tomber dans l'oubli. Son objectif, c'est de ne plus sentir. De ne plus sentir comme il est mal. À la page 8, il est rentré à l'hôpital pour la première fois. Il a rencontré le docteur Silkworth. Et le docteur Silkworth lui a appris que c'est une maladie physique, une allergie et mentale. Donc là, il a compris sa condition, son problème d'alcoolisme. Mais il n'a pas arrêté. Il est parti plein d'espoir de là, mais il a commencé. Il pensait que la connaissance de soi, ça réglerait son problème. Il pensait que maintenant qu'il savait c'était quoi le problème, il allait pouvoir arrêter. Mais non.
Ça, vous remarquerez que la connaissance du problème, c'est notre première étape. En première étape, on essaie de comprendre c'est quoi le problème. Mais qu'est-ce que te garantit la première étape si tu ne vas pas plus loin? Est-ce quelqu'un qui peut me répondre à ça? Tu vas retourner boire. Exactement. La première étape te promet seulement que tu vas retourner boire. Si tu ne fais rien d'autre, tu vas retourner boire. Donc, à la page 9, suite à sa progression dans la consommation, l'alcool était devenu son maître. On y voit ça, le 3e paragraphe. Il est encore dans le bas fond. Il dit « Il n'y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j'ai vécu dans l'amère noirceur de l'apitoiement. » Ben oui, l'apitoiement, pauvre de moi, c'est donc pas drôle ce qui m'arrive. Je me sentais entourée comme de sable mouvant. J'avais trouvé un adversaire à ma mesure. J'étais vaincue. L'alcool était devenu mon maître. Alors, Bill a fait sa première étape. Ce paragraphe-là, il était en train d'exprimer sa première étape. Il a admis sa défaite face à l'alcool, l'impuissance, c'est ça qu'il admet. Puis il a admis qu'il n'était pas capable de s'en sortir tout seul. Mais il ne peut pas arrêter de boire avec ça. Parce qu'il n'y a pas la solution. Le docteur Silcoit lui a expliqué le problème, mais le docteur Silcoit n'a pas de solution pour arriver au changement psychique total qui est requis. Donc, il n'y a pas la solution Bill encore. Alors, à page 10, là débute son histoire de rétablissement. Et à page 14, de 10 à 14, son ami explique c'est quoi la solution. La solution, c'est une solution spirituelle. Mais ce qui a fini par convaincre Bill, ça se retrouve à la page 14, dans le 2e paragraphe, quand son ami lui a dit « Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu? » Donc ça, c'est la 2e étape. La solution spirituelle, ça nous est proposé en 2e étape. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Pourquoi qu'ils disent « pouvait nous rendre la raison » ? Parce qu'on l'a perdu. La maladie mentale, la partie mentale de la maladie, on a perdu la raison. Par rapport à l'alcool, on n'a pas la raison. Alors, en 2e étape, on n'a pas de pouvoir face à la maladie mentale. Ça, la raison, Jocelyne, on peut-tu la retrouver, la raison, ou on ne l'a plus? C'est juste quand on a bu qu'on perd la raison, ben. On peut perdre la raison en tout cas, je te dis, dans différents domaines. Et par rapport à l'alcool, la raison nous est revenue quand Dieu nous rend la raison. Quand j'ai plus d'obsession, puis les idées folles par rapport à l'alcool ne montent plus. OK. Là, j'ai retrouvé la raison. Puis ça vient par le mode de vie. Mais c'est comme tu dis, là, il y a des situations aussi là, que tu perds la raison. Oui, il y a des situations où tu vas perdre la raison. Puis tu vas avoir besoin encore là de Dieu qui te la rend. Oui. Quand tu pètes une coche, là, tu as perdu la raison. C'est ça. Oh, oui. La paire a la raison. Ça arrive à tout le monde, Joanne. Oui. Donc, il a reconnu là, en 3e, 1, 2, 3, 4e paragraphe, il nous parle de la 2e étape. Il dit « Il suffisait que j'accepte de croire en une puissance supérieure à moi-même. Je n'avais rien de plus à faire pour commencer. J'ai vu que ce pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une attitude de complète bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. » Donc, c'est ça, sa 2e étape. Bill est en train de faire sa 2e étape pendant qu'il est à l'hôpital. Pendant qu'il est à l'hôpital. Oui, je pense que c'est ça. Non, il n'est pas encore à l'hôpital. Il a fait sa 2e étape. Il a continué à boire pareil pendant un bout de temps. Mais il avait fait sa 2e étape. Donc, à page 15, là, Bill est rentré à l'hôpital. Il a fait ses étapes 3 à 8. À page 15. Puis il a prévu de faire les étapes 9, 11 et 12. Il sait c'est quoi. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait le chemin. Donc, il a fait un bon bout à l'hôpital de ces étapes. Tu sais. Et comme résultat,
il a vécu une expérience spirituelle qui est expliquée à la page 16 dans le 3e paragraphe. C'est un survol rapide de l'histoire de Bible. Des questions ou des Question, commentaires? Jocelyne. Oui. Tu sais, à la page 15, il dit « Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Sauf que quand on prie pour recouvrir la raison, on y demande. Oui. Ça, c'est sûr que quand il dit ça, pas prier pour soi-même, c'est pas prier. Moi, je le prends comme de quoi je prie pas pour des résultats matériels. OK, je ne suis pas une lettre au Père Noël. Non, c'est ça. Je prie pour augmenter mon bien-être intérieur. Oui, ça, c'est correct, parce que ça va me permettre d'être plus utile aux autres. OK? Mais gagner à l'auto, ça ne m'aidera pas nécessairement à être plus utile aux autres. OK? Fait que je ne prie pas pour gagner à l'auto. Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas ça, mais je ne prie pas pour ça. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions? OK. Donc, on est rendu au chapitre « Il y a une solution ». Alors là, j'ai une question, Jocelyne. Oui. Quand ils disent là, de prier pour les autres, là, ben, tu sais, à un moment donné, on dit quelque part qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour les autres. Fait que c'est quoi prier pour les autres? OK. C'est une très bonne question. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi non plus. C'est ça. Fait que prier pour un résultat défini ou donné, prier pour, par exemple, pour recouvrir la santé, c'est ça qui est bon pour moi? C'est ça la volonté de Dieu? Je ne sais pas. Je sais que Dieu veut ce qui est le meilleur pour moi, mais dans le spirituel, le matériel importe peu dans mon livre à moi, là. Ouais. Alors, prier pour les autres, c'est un peu la même affaire. Je vais prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, que ce soit pour les autres ou pour moi. OK? Je vais voir l'autre comme étant un fils de Dieu, puis je vais demander à Dieu que le meilleur arrive pour lui. Donne-lui ce qu'il y a de mieux. Parce que, je veux dire, prier pour la guérison physique, oui, ça peut marcher. Je n'ai rien contre non plus. Si on veut le faire, c'est beau aussi, là. Je l'ai fait déjà. Puis ça peut marcher. Moi, j'avais une de mes tantes qui faisait de la guérison à distance, puis ça marche. Le problème, c'est que si la personne, moi, je crois beaucoup à la cause psychosomatique des maladies. Puis s'il y a une maladie dans le corps, c'est probablement qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui a besoin d'être guéri aussi, d'avoir un changement psychique. Mais s'il n'y a pas de changement psychique, que la personne guérit son corps physiquement, ça va probablement se loger ailleurs ou ça va revenir. Ça veut dire que la prière, dans le fond, est très simple. Tu sais, donne-lui ce qu'il a de besoin. C'est à peu près juste ça qu'on peut faire. C'est ça, exactement. C'est ce que je crois, moi. OK, merci. Bienvenue. OK. S'il n'y a pas d'autres solutions, on va s'en aller au chapitre 2. Il y a une solution à la page 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire de la lecture pendant quelques minutes? Pendant 5-10 minutes. Un paragraphe à la fois. Ça va me faire plaisir, Jocelyne. Vas-y, Daniel. Chapitre 2, il y a une solution. Ouais, Chez les AA, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont connu un jour le même désespoir que Bill. Presque tous se sont rétablis. Ils ont trouvé une solution à leur problème d'alcool. Nous sommes des Américains moyens. Excuse, on va arrêter là. Un paragraphe à la fois, Parfait. Ça me donne le temps de commenter un peu. J'ai du placotage à faire. Dans cette première page-là, il nous parle ici de la fraternité. Plus. On va le voir dans la suite, là. Donc, il dit, il y a des milliers d'hommes et de femmes. Ça, ce chiffre-là, les milliers, a changé à la 2e édition, en 1955. Parce que la première édition, ça disait il y a des centaines d'hommes et de femmes. Parce qu'il était juste une centaine à ce moment-là, à la première édition. Et presque tous se sont rétablis. Ils ont trouvé une solution. Donc, c'est la solution spirituelle et ce sont les étapes.
C'est bien sûr que ce n'était pas les meetings à ce moment-là. Il n'y en avait pas beaucoup de meetings. Quand ils ont écrit le gros livre, il y avait un groupe de personnes à Akron, en Ohio, puis il y avait un groupe de personnes à New York. À part de ça, il y avait quelques personnes isolées à quelques villes. Donc, les meetings à Akron, entre autres, c'était 1 ou 2 par semaine qui se réunissaient, puis à New York aussi. Fait que ce n'était pas les meetings qui leur permettaient de rester abstinents. Tu peux continuer, l'autre paragraphe? Nous sommes des Américains moyens. Toutes les régions de ce pays et plusieurs métiers et professions sont représentés, de même que plusieurs milieux, dont les milieux politiques, économiques, sociaux et religieux. Nous sommes des gens qui, normalement, ne nous fréquenterions pas. Cependant, il règne parmi nous un esprit d'appartenance, une amitié et une compréhension merveilleuse difficile à décrire. Nous sommes comme les passagers d'un paquebot immédiatement après avoir été sauvés d'un naufrage, alors que de la 3e classe à la table du capitaine, il règne un esprit de camaraderie, de joie et de démocratie. Contrairement aux émotions des rescapés du navire, notre joie d'avoir évité la catastrophe ne s'éteint toutefois pas après que chacun ait repris sa route. Le sentiment d'avoir traversé la même épreuve est un des éléments du lien puissant qui nous unit. Mais à lui seul, ce sentiment ne nous aurait pas rapprochés les uns des autres comme nous le sommes maintenant. OK. Quand tu parles des rescapés du navire, ça me fait penser au Titanic. Le Titanic, vous avez vu le film? Il y avait à la première classe, c'est un pont au-dessus, hein, n'est-ce pas? Puis les ponts en dessous, c'était la 2e classe. Il y a un peu moins bonne nourriture, des chambres moins grandes, moins jolies pas mal. 3e classe, encore moins beau, encore moins bon en nourriture. Puis il y avait l'autre classe, la basse classe, mettons, puis eux autres, ils étaient dans le plus bas encore, dans le navire. Puis c'était plus des dortoirs que des chambres. Donc, puis toutes ces classes-là ne se mélangeaient pas. Et les escaliers étaient même différents pour ces gens-là, tu sais, quand il y avait à se promener entre les portes. Donc, les classes ne se mélangeaient pas. Mais ils nous disent, ils comparent ça à ça parce que d'en haut, souvent, c'est des classes aussi qui ne se mélangeraient pas. Là, tu sais, les professionnels ne se mélangeraient pas nécessairement avec les itinérants. On s'entend-tu? Donc, mais d'en haut, on a ça. Parce qu'on a traversé la même épreuve. C'est ce qui est arrivé quand le Titanic, après que le Titanic a écoulé, qui ont été rescapés, ils sont tous retrouvés sur un bateau, les survivants, naturellement. Puis là, il y avait pas, ils se mélangeaient vraiment. Là, puis ils étaient tous heureux de s'en être sortis. Ça fait qu'ils pouvaient parler à n'importe qui. Mais après, quand ils sont revenus chez eux, ils n'ont pas continué à se fréquenter, ces gens-là. Puis nous autres, ça serait pareil si on n'avait pas une autre chose en commun. Et c'est ce qui nous parle au paragraphe suivant. Tu veux-tu le lire? Ce qu'il y a d'extraordinaire pour chacun de nous, c'est que nous avons découvert une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. C'est là la grande nouvelle que ce livre annonce à ceux qui souffrent d'alcoolisme. OK. Donc, c'est ça. Donc, on a 2 liens. Le premier, c'est notre problème commun. Quand tu parles de la même épreuve, c'est notre problème d'alcoolisme. Puis, on a une solution commune. Et la solution commune, ce sont les 12 étapes. OK? Et on se rend compte, la fraternité est issue de du problème et de la solution. La fraternité n'a pas commencé avant que commence la solution. Tu sais, ils ont trouvé la solution, puis après, la fraternité est venue. Les premiers membres se réunissaient, en fait, avec les groupes Oxford, qui avaient amené une partie des étapes. Les étapes, comment c'est venu? La première étape, elle nous vient du docteur Silkworth. Dans l'opinion du médecin, c'est là qu'on a appris que c'était quoi notre problème. La solution, elle vient du docteur Carl Jung. On va le voir un peu plus loin dans ce chapitre-là. Le docteur Carl Jung a rencontré un homme qui a transmis le message à A.B.
Et Ebi a transmis le message à Bill, a transmis la solution à Bill. Donc, la deuxième étape nous vient de Carl Jung. La troisième étape et les autres étapes nous viennent des groupes Oxford. Parce que les groupes Oxford étaient un mouvement spirituel. Non, ce n'était pas une religion. C'était tous les membres de religion pouvaient adhérer à ce mouvement-là. C'est un mouvement plus religieux, mais sans dénomination particulière, peu importe la dénomination. Donc, il était axé sur, il y avait les étapes, mais pas, il n'y avait pas le problème, puis il n'y avait pas la deuxième étape. Donc, il y avait le reste de la solution. Donc, ça nous vient de ces trois sources-là. Donc, les premiers membres se réunissaient avec les groupes Oxford, puis à un moment donné, les groupes Oxford, eux autres, ils s'adressaient à tous les types de problèmes. C'était pas juste les problèmes d'alcool, c'était tous les types de problèmes qu'ils visaient. Ils commençaient à trouver que les alcooliques se réunissaient un peu trop entre eux autres, puis ils les trouvaient un peu trop soudés ensemble, puis pas assez ouverts sur le monde. Puis les alcooliques, eux autres, trouvaient que certains principes des groupes Oxford étaient un peu trop poussés pour leur groupe. Entre autres, il y avait les 4 absolus. Je ne me rappelle pas c'était quoi, là, mais des absolus pour des alcooliques absolument, absolument purs. Il y avait celle-là, je me rappelle, en tout cas, il y avait 4. Puis les alcooliques, je n'aime pas trop avoir des absolus, se faire dire quoi faire, se faire donner des style des ordres, ça. Ça fait qu'il n'aimait pas trop ça. Il est survenu une séparation avec les groupes Oxford éventuellement, en commençant par Akron. Non, ça a commencé par New York. New York ont commencé par se séparer. Et ensuite, les groupes d'Akron se sont séparés eux autres aussi. Donc, c'est ça. Donc, la solution est venue avant la fraternité. À partir de là, le paragraphe suivant commence à nous parler de la maladie un peu. Puis là, si je peux avoir quelqu'un d'autre pour lire, on va changer de lecteur. Qui veut lire? Joanne avait levé sa main. Joanne d'Anjou. J'ai une question. Oui, vas-y. À propos de la troisième étape, là, ça vient du groupe Oxford, la 3, la 4, la 5, la 6? De 3 à 12. 3 à 12? Oui. OK, merci. Merci. Là, on était rendu où, donc? Là, on va sauter 2 paragraphes. On était à page 21. On va lire le paragraphe en italique vers le bas. En revanche. Okay. Jocelyne? Oui? Le groupe Oxford n'avait pas juste 6 étapes? Oui, il y avait 6 étapes, mais ça revient pas mal à nos 12 étapes. Bill, quand il a écrit les 12 étapes, a mis un peu plus d'étapes. Il a rallongé. Mais ça vient pas mal de là. Merci beaucoup. Pas de faute. Vas-y, Joanne. Oui, en revanche, l'ex-buveur qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits en ce qui le concerne peut généralement gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique en quelques heures. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, rien ou presque rien ne peut être accompli. C'est ça. Donc ici, il parle que quand on essaie d'aider un autre alcoolique peut le faire comme ne le peut pas un autre, comme un psychiatre ou un psychologue. Combien d'alcooliques ont été voir des psychologues que les psychologues n'ont pas pu les aider, tu sais. Puis éventuellement, ils sont arrivés à Alcooliques Anonymes, puis là, ils ont trouvé la solution. Parce qu'un psychologue va essayer de te faire utiliser ta volonté pour arrêter de boire. Puis pour un alcoolique, ça ne marche pas, ça. Notre volonté est impuissante. Quand on dit impuissant dans l'alcool, là, ça veut dire que notre volonté ne peut pas venir à bout de l'alcoolisme. Donc, ils disent, un alcoolique, un ex-buveur, qui connaît bien les faits en ce qui le concerne. Donc, ça veut dire les faits. Il connaît les faits sur l'alcool, il sait comment il a bu, il y a une histoire d'alcoolique, mais il connaît les faits surtout par rapport à la maladie de l'alcoolisme. Il sait qu'il y a une partie allergie à la maladie, puis il sait qu'il y a une partie mentale à la maladie aussi.
Donc, avec ça, il peut gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé quand Bill a rencontré le docteur Bob. Le docteur Bob a réalisé que Bill connaissait son affaire, qu'il n'essayait pas de prêcher, mais qu'il démontrait. Bill a apporté au docteur Bob la partie qui lui manquait. Avant d'arrêter de boire, le docteur Bob avait la solution des gros paccheurs. Mais il n'y avait pas le problème. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas arrêter de boire, parce qu'il ne savait pas c'était quoi son problème, vraiment. Il ne connaissait pas la maladie. Il ne savait pas qu'il était malade et que c'est pour la maladie mentale qu'il avait besoin d'une puissance supérieure. Continue après. Non, on va passer quelques paragraphes. On va se rendre à la page 22, le dernier paragraphe. Nous avons donc décidé de publier un livre anonyme qui expliquerait le problème tel que nous le percevons et dans lequel toute notre expérience et toutes nos connaissances seraient mises à contribution. Toute personne aux prises avec un problème d'alcool devrait y trouver un programme d'action efficace. C'est ça. Dans les paragraphes précédents, ce qui explique simplement, c'est qu'ils faisaient de la 12e étape à New York puis à Akron, là, que des personnes de l'extérieur un peu se joignaient puis allaient répandre la bonne nouvelle de leur côté. Mais ils ont commencé à réaliser que le fait de transmettre ça de bouche à oreille, vous savez ce que c'est, le téléphone arabe? Vous avez déjà vécu cet exercice. On faisait ça quand on était jeune, de temps en temps. On se réunissait à un groupe, on se mettait en rond. Puis là, on partageait, on disait à une personne une phrase, puis l'autre, tant que les autres entendent, puis la personne devait répéter cette phrase-là, puis chacun répétait. Puis au bout de la ligne, le message n'était plus pareil. Vous avez déjà eu ça, cette expérience-là? Ouais. Bon, bien, c'est ce qui se passait dans le mouvement. Ça commençait à se passer. Parce qu'à force de transmettre de bouche à oreille, le message était en train de dénaturer selon la compréhension de la personne, selon son idée, selon, bon, c'est humain, ça marche de même. Fait qu'une des raisons pour lesquelles ils ont fait un livre, c'est pour consigner par écrit la méthode de façon à ce qu'elle ne soit plus dénaturée. Oui? Y a-t-il quelqu'un qui voulait intervenir? Non? OK. Donc, c'est ça. Ils ont voulu faire un livre pour mettre leur expérience avec le mode de vie et la façon de le faire par écrit pour pas que ça soit changé par la suite. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé que dans la première partie du gros livre, il n'y aurait pas de changement d'apporter, pas de changement majeur. Il y a eu des petits changements, des petites affaires, là, mais rien de majeur. Parce qu'on ne veut pas dénaturer la recette du mode de vie. Donc, le programme d'action, puis ça, le fait d'avoir ce livre-là a permis à partir de là de passer le message beaucoup plus rapidement. On s'entend, quelqu'un qui appelait à New York de Californie pouvait obtenir une copie du gros livre, puis il y avait toute l'information. Je dois dire que ça devait être un peu plus difficile de l'appliquer sans aucune personne pour expliquer, mais il réussissait quand même à s'en sortir. Puis éventuellement, à force que les gens circulent d'une place à l'autre, ben la façon vraiment de mettre en pratique le programme, c'est plus répandu. OK, on va continuer. Joanne? Il était nécessaire d'inclure dans notre livre des questions d'ordre médical, psychiatrique, social et religieux. Nous sommes conscients que ces sujets peuvent soulever des controverses. Rien ne nous plairait autant que d'écrire un ouvrage qui ne contient ni matière à débat ou à dispute. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour atteindre cet objectif. Nous croyons pour la plupart que la tolérance des travers et des points de vue d'autrui et le respect des opinions de chacun sont des attitudes qui permettent d'être d'un plus grand secours aux autres. Notre vie même, parce que nous sommes des ex-buveurs, dépend de notre souci constant des autres et de la façon dont nous pouvons leur venir en aide. OK, c'est beau, tu peux continuer. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce paragraphe-là. Peut-être
Demandez-vous déjà comment nous sommes arrivés à nous rendre malades à ce point en buvant. Sans doute aimeriez-vous savoir pourquoi et comment, en dépit de la vie contraire d'experts dans la matière, nous nous sommes tirés d'une condition physique et mentale désespérée. Si vous êtes alcoolique et que vous voulez vous en sortir, il se peut que déjà vous soyez en train de vous demander « Que dois-je faire? » L'objectif de ce livre est d'apporter des réponses précises à ce genre de questions. OK, c'est beau. Donc, c'est ça. Donc, dans ce livre-là, ils vont nous dire quoi faire. C'est clair? Ils vont exactement nous dire la façon qu'on peut s'en sortir de la condition physique et mentale. La condition physique, la solution à la condition physique, c'est ce que le docteur Silkworth dit, c'est l'abstinence totale. Mais pour y parvenir, il faut avoir la solution pour la partie mentale de la maladie, parce que c'est la partie mentale de la maladie qui nous ramène au premier verre. Donc, au paragraphe suivant, il nous donne quelques lieux communs qu'on entend. Veux-tu nous lire ça? Oui. Combien de fois ne nous a-t-on pas dit « Oh, moi, je peux cesser de boire quand je veux. Pourquoi pas lui? Si tu ne peux pas boire raisonnablement, tu ferais mieux d'arrêter. Celui-là est incapable de se maîtriser quand il s'agit d'alcool. Pourquoi n'essaies-tu pas la bière ou le vin? Laisse les boissons alcoolisées. Il manque sûrement de volonté. Il pourrait cesser s'il le voulait. Elle est tellement gentille que par égard pour elle, il devrait cesser de boire. Le médecin lui a dit qu'il mourrait s'il continuait de boire, mais il est toujours rond comme un œuf. Ce sont là des lieux communs que nous entendons souvent. Ils dénotent un monde d'ignorance et de malentendus et sont le fait de personnes qui réagissent fort différemment de nous face à l'alcool. C'est ça. Ça, c'est des gens qui sont capables de boire normalement, qui nous disent ça, parce qu'ils ne comprennent pas la maladie. Même nous autres, pendant le temps qu'on buvait, on n'était pas au courant que c'était une maladie non plus. Mais on ne disait pas ce genre de truc-là parce qu'on savait que ce n'était pas vrai. Tu sais, quand ils disent pas de volonté, ben non, on a une volonté déchaînée. Ce n'est pas parce qu'on en manque de volonté, c'est parce que par rapport à l'alcool, on n'est pas capable, notre volonté est inopérante face à l'alcool à cause de la maladie mentale. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'arrêter de boire vraiment, puis de rester arrêté surtout. On est capable d'arrêter, peut-être, mais pas rester arrêté, c'est une autre histoire. Alors, les 3 paragraphes suivants nous parlent du buveur modéré, du gros buveur et du véritable alcoolique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lire? Je vais lire. D'accord. Tu commences à le buveur modéré à la page 24. OK. Voyons voir. Le 3e paragraphe. Il y a également le cas du gros buveur. Attends un petit peu, le paragraphe avant. Okay. Ah oui, le buveur modéré abandonne facilement l'alcool. C'est là une bonne raison pour le faire. Dans son cas, cesser de boire ne pose aucun problème. Il y a également le cas du gros buveur. Il peut avoir développé cette habitude au point d'en avoir affecté progressivement sa santé physique et mentale. Sa vie peut même en être écourtée. Cependant, s'il est motivé par une raison suffisamment sérieuse, comme une santé défaillante, une nouvelle relation amoureuse, un changement d'environnement ou encore une sévère mise en garde de son médecin, ce buveur parviendra, sinon couper l'alcool complètement, du moins à modérer sa consommation, même s'il trouve cela difficile ou contrariant. Il pourra même avoir besoin d'une assistance médicale. OK.
C'est ça. Donc, il y a le buveur modéré. Ça, dans le fond, ça montre un peu la progression. Puis, comme Bill, c'est ça qu'on voit. Au début, il était plus un buveur modéré. Il est devenu un gros buveur. Puis, à un moment donné, il est devenu un véritable alcoolique. C'est l'objet du paragraphe suivant. Peux-tu le lire aussi? Du véritable alcoolique. Il a d'abord pu être un buveur modéré. Il peut par la suite devenir ou non un gros buveur, mais il vient un temps où, dès qu'il commence à boire, il ne peut plus s'arrêter. Alors, c'est ça. Ça, c'est le signe de l'allergie qui est présente chez un véritable alcoolique. Qu'est-ce que j'avais là-dessus? Dès qu'il commence à boire, il ne peut plus s'arrêter. Comme on disait, il ne peut plus s'arrêter de façon générale. Il y a certains moments où il peut arrêter, puis il y a d'autres moments où il ne pourra pas arrêter. Ils disent, je vais lire les 3 lignes suivantes, son comportement vous rend perplexe, en particulier par son manque de contrôle. Il a des gestes absurdes, inexplicables et tragiques lorsqu'il boit. Et bien sûr, on peut être un être parfaitement sensé. À page 25, ils nous disent ça dans la suite du paragraphe, là. Ils disent souvent, c'est un être parfaitement sensé et bien équilibré en tout, sauf en ce qui concerne l'alcool. Sur ce point, il est incroyablement égoïste et malhonnête. Donc, c'est ça. Donc, ça décrit, dans ce paragraphe-là, ils décrivent un peu une sorte d'alcoolique. On ne lira pas ça. On va aller à la page 26. Là, il est quelle heure? 20h32. On va lire encore un petit bout. Page 26, le 3e paragraphe. Liliane, tu veux nous lire ça? Nous savons que l'alcoolique qui s'abstient de boire, et cette abstinence peut durer des mois, voire des années, a un comportement semblable à celui d'un homme normal. Nous sommes aussi certains que s'il touche de nouveau à l'alcool, il se produit un phénomène physique et mental qui le rend virtuellement incapable de s'arrêter. Tous les alcooliques qui ont fait cette expérience ne pourront que la confirmer. C'est ça. Donc, il nous parle ici encore de la maladie. Donc, est-ce que chacun de nous, on peut lire ce paragraphe-là ou ce reste de paragraphe-là en jeu? Je suis aussi certaine que si je touche de nouveau à l'alcool, se produit un phénomène physique et mental qui me rend virtuellement incapable de m'arrêter. Je crois ça vraiment. Alors, on va lire l'autre paragraphe qui nous parle de la maladie mentale. Les observations précédentes resteraient vaines et purement théoriques si notre homme ne prenait jamais ce premier verre qui déclenche le cycle infernal. Cela nous amène à croire que le problème est d'ordre psychique plutôt que physique. Si on lui demande pourquoi il a commencé à prendre cette dernière cuite, il est probable qu'il donnerait toutes sortes d'excuses. Bien que certains arguments et justifications puissent être posés, aucun ne fait le poids devant les ravages d'une cuite. Les raisons invoquées par l'alcoolique s'apparentent à celles de l'homme qui se frapperait le crâne à coups de marteau pour ne pas sentir son mal de tête. Si vous faites observer un alcoolique l'absurdité de son raisonnement, il s'en moquera ou il s'en irritera et refusera de parler. C'est ça. Donc, pour la personne qui vient d'arriver, on est à la page 26 du gros livre. Dans le chapitre, il y a une solution. On est à la fin de la page 26. Quand on dit que c'est ça, si on ne prenait jamais le premier verre qui déclenche le cycle infernal de l'allergie, on n'aura pas de problème. Si le problème, si l'alcoolisme était seulement une maladie physique, on aurait juste à ne pas prendre le premier verre, puis ça serait correct. Le problème, c'est que notre mental cherche à nous ramener à l'alcool parce que le mental a assimilé l'idée que l'alcool était notre solution à notre mal-être intérieur. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que le problème est notre psychique. Donc, psychique, c'est mental, dans l'esprit, plutôt que physique. OK, tu peux-tu lire l'autre paragraphe, page 27?
Parfois, l'alcoolique répondra franchement. Cependant, si étrange que cela puisse sembler, il ne sait pas plus que vous ce qui l'a poussé à prendre ce premier verre. Certains buveurs ont des excuses dont ils sont assez contents, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils agissent de la sorte. Une fois qu'ils sont dominés par ce mal, ils deviennent confus. D'une part, ils sont obsédés par l'idée qu'un jour, ils réussiront à s'en sortir, et d'autre part, ils se doutent bien que la partie est perdue. C'est ça. Donc, l'alcoolique ne sait pas pourquoi il recommence. C'est ça la maladie mentale, c'est qu'il y a on s'est raconté des mensonges par rapport à l'alcool, puis c'est devenu notre vérité, puis c'est devenu totalement inconscient. Fait que bien souvent, on ne sait même pas pourquoi on commence à boire. Donc, ils disent, une fois qu'ils sont dominés par cette maladie, plutôt que mal, ils deviennent confus. Ils ne comprennent pas, dans le fond. On ne comprend pas pourquoi on retourne boire. Donc, ils sont obsédés. Une des obsessions des alcooliques, c'est qu'ils pensent qu'ils vont réussir à régler ce problème-là à un moment donné, par leur propre force. Puis d'autre part, ils se doutent bien que la partie est perdue. Donc, puis ça, il y en a plusieurs, même dans l'alcoolique anonyme, qui croient qu'ils peuvent régler le problème par leur propre force. Tu penses que tu as juste à faire du meeting, puis tu vas régler le problème. Je pense que c'est ta propre force, ça. Ce n'est pas la force, c'est une puissance supérieure. OK. On va voir. Là, il est rendu 37. On va peut-être finir jusqu'au dernier paragraphe de cette page-là, puis on va arrêter après. Veux-tu continuer? Ah, excuse, attends un peu. Il y a Fabien qui a levé la main. Vas-y, Fabien. C'était pour lire, moi. C'était juste pour lire. Continue. On va te monter le micro. Ça te va-tu, Liliane? Correct? Je continue? Non, on va demander à Fabien de continuer, puis ça te va? Vas-y, Fabien. Oui. On va y aller, Liliane. Alors, la vérité tragique est que si... Non, l'autre paragraphe avant. Peu de gens sont capables de mesurer à quel point cela est vrai. La famille et les amis de l'alcoolique sentent vaguement que celui-ci est anormal. Mais chacun attend le jour où il sortira de sa léthargie et retrouvera sa force de volonté. Moi, j'ai passé par ça. Oui, c'est ça. Tout le monde attend ça, mais ça ne marche pas. Vas-y, l'autre. La vérité tragique est que s'il s'agit d'un véritable alcoolique, ce jour peut ne jamais arriver. Il a perdu tout contrôle. Tout alcoolique atteint le stade où même la plus grande volonté de cesser de boire n'est plus d'aucun secours. Dans presque tous les cas, ce moment tragique survient bien avant qu'on ne l'ait soupçonné. Donc, on a perdu tout contrôle. On a perdu le contrôle de l'alcool. Face à l'alcool, on n'a pas le contrôle. Continue. L'autre paragraphe, s'il te plaît. Okay. Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous, alcooliques, pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool. Notre prétendue volonté n'existe à peu près plus. Parfois, nous sommes incapables de nous rappeler suffisamment les souffrances et les humiliations subies un mois ou même une semaine plus tôt. Nous sommes sans défense devant le premier verre. C'est ça. Alors, ça fait partie de la première étape, ça. On est en train de nous parler de la première étape. Reconnaître que je suis sans défense devant le premier verre, c'est reconnaître mon impuissance devant l'alcool. Okay? Et admettre que j'ai perdu la liberté de choix devant l'alcool, c'est aussi admettre que je suis impuissante devant l'alcool. Je ne peux pas choisir d'arrêter seulement. Ma volonté n'existe pas par rapport à l'alcool. Ça ne sert à rien. C'est important de prendre conscience de ça. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on nous dit là, c'est des paroles importantes et qui sont nécessaires. On a besoin de prendre conscience de ça pour être en mesure de faire notre première étape de façon efficace. Fait qu'on va arrêter ça là. Je vais arrêter l'enregistrement.